Bonjour mes chers amis de mon corps. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits. Nous sommes dans la 16e partie de l'introduction. Alors, il nous reste à examiner deux objections. Les seules qui méritent véritablement ce nom parce qu'elles sont basées sur des théories raisonnées. L'une et l'autre admettent la réalité de tous les phénomènes matériels et moraux, mais elles excluent l'intervention des esprits. Selon la première de ces théories, toutes les manifestations attribuées aux esprits ne seraient autre chose que des effets magnétiques. Les médiums seraient dans un état qu'on pourrait appeler somnambulisme éveillé, phénomène dont toute personne qui a étudié le magnétisme a pu être témoin. Dans cet état, les facultés intellectuelles acquièrent un développement anormal. Le cercle de perceptions intuitives s'étend hors des limites de notre conception ordinaire. Dès lors, les médiums puiseraient en lui-même et par l'effet de sa lucidité tout ce qu'il dit et toutes les notions qu'il transmet, même sur les choses qui lui sont les plus étrangères dans son état habituel. Ce n'est pas nous qui contesterons la puissance du somnambulisme dont nous avons vu les prodiges et étudié toutes les phases pendant plus de 35 ans. Nous convenons qu'en effet, beaucoup de manifestations spirites peuvent s'expliquer par ces moyens. Mais une observation soutenue et attentive montre une foule de faits où l'intervention du médium, autrement que comme instrument passif, est matériellement impossible. À ceux qui partagent cette opinion, nous dirons comme aux autres: voyez et observez, car assurément vous n'avez pas tout vu. Nous leur opposerons ensuite deux considérations tirées de leur propre doctrine. D'où est venue la théorie spirite? Est-ce qu'un système imaginé par quelques hommes pour expliquer les faits? Nullement. Qui donc l'a révélé? Précisément ces mêmes médiums dont vous exaltez la lucidité. Si donc cette lucidité est telle que vous la supposez, pourquoi auraient-ils attribué à des esprits ce qu'ils auraient puisé en eux-mêmes? Comment auraient-ils donné ces renseignements si précis, si logiques, si sublimes sur la nature de ces intelligences extra-humaines? Des deux choses l'une, ou ils sont lucides, ou ils ne le sont pas. Ils le sont, et si l'on a confiance en leur véracité, on ne saurait sans contradiction admettre qu'ils ne sont pas dans les vrais. En second lieu, si tous les phénomènes avaient leur source dans les médiums, ils seraient identiques chez les mêmes individus. Et l'on ne verrait pas la même personne tenir un langage disparate, ni exprimer tour à tour les choses les plus contradictoires. Ces défauts d'unité dans les manifestations obtenues par les médiums prouvent la diversité des sources. Si donc on est pour les trouver toutes dans les médiums, il faut bien les chercher hors de lui.
Selon une autre opinion, les médiums est bien la source des manifestations, mais au lieu de l'épuiser en lui-même, ainsi que les prétendants, les artisans de la théorie somnambulique, il l'épuise dans les milieux ambiants. Les médiums seraient ainsi une sorte de miroir reflétant toutes les idées, toutes les pensées et toutes les connaissances des personnes qui l'entourent. Il ne dirait rien qui ne soit connu ou moins de quelques-unes. On ne saurait nier, et c'est même là un principe de la doctrine, l'influence exercée par les assistants sur la nature des manifestations. Mais cette influence est tout autre que celle qu'on suppose exister. Et de là à ce que le médium soit l'écho de leurs pensées, il y a fort loin, car des milliers de faits établissent péremptoirement le contraire. C'est donc là une erreur grave qui prouve une fois de plus des dangers des conclusions prématurées. Ces personnes ne pouvant nier l'existence d'un phénomène dont la science vulgaire ne peut rendre compte, et ne voulant pas admettre la présence des esprits, l'expliquent à leur manière. Leur théorie serait spécieuse si elle pouvait embrasser tous les faits, mais il n'en est point ainsi. Lorsqu'on leur démontre jusqu'à l'évidence que certaines communications du médium sont complètement étrangères aux pensées, aux connaissances, aux opinions même de tous les assistants, que ces communications sont souvent spontanées et contredisent toutes les idées préconçues, elles ne sont pas arrêtées pour si peu de choses. Les rayonnements, disent-elles, s'entendent bien au-delà du cercle immédiat qui nous entoure. Et les médiums est le reflet de l'humanité tout entière, de telle sorte qu'il n'épuise pas ses inspirations à côté de lui. Il va les chercher au dehors, dans la ville, dans la contrée, dans tout le globe et même dans les autres sphères. Je ne pense pas que l'on trouve dans cette théorie une explication plus simple et plus probable que celle du spiritisme, car elle suppose une cause bien autrement merveilleuse, l'idée des êtres peuplant les espaces et qui, étant en contact permanent avec nous communiquent leurs pensées. N'a rien qui choque plus la raison que la supposition de ces rayonnements universels venant de tous les points de l'univers et se concentrer dans le cerveau d'un individu. Encore une fois, et c'est là un point capital sur lequel nous ne saurions trop insister, la théorie somnambulique est celle qu'on pourrait appeler réflective. Ont été imaginées par quelques hommes. Ce sont des opinions individuelles créées pour expliquer un fait, tandis que la doctrine des esprits n'est point de conception humaine. Elle a été dictée par les intelligences mêmes qui s'y manifestent, alors que nul n'y songeait, que l'opinion générale même l'a repoussée. Or, nous demandons où les médiums ont épuisé une doctrine qui n'existait dans la pensée des personnes sur la terre. Nous demandons un autre par quelle étrange coïncidence des milliers de médiums disséminés sur tous les points du globe, qui ne se sont jamais vus, s'accordent pour dire la même chose. C'est les premiers médiums qui,
paru en France a subi l'influence d'opinions déjà créditées en Amérique. Par quelle bizarrerie a-t-il été chercher des idées à 2000 lieues au-delà de mer, chez un peuple étranger des mœurs et des langages, au lieu de les prendre autour de lui? Mais il est une autre circonstance à laquelle on n'a point assez songé. Les premières manifestations en France, comme en Amérique, n'ont eu lieu ni par l'écriture ni par la parole, mais par les coups frappés concordant avec les lettres de l'alphabet et formant des mots et des phrases. C'est par ce moyen que les intelligences qui se sont révélées ont déclaré être des esprits. Si donc on pouvait supposer l'intervention de la pensée des médiums dans les communications verbales ou écrites, il ne saurait en être ainsi des coups frappés dont la signification ne pouvait être connue d'avance. Nous pourrions citer nombre de faits qui démontrent dans l'intelligence qui se manifeste une individualité évidente et une indépendance absolue des volontés. Nous revoyons donc les dissidents à une observation plus attentive. Et s'ils veulent bien étudier sans prévention et ne pas conclure avant d'avoir tout vu, ils reconnaîtront l'impuissance de leur théorie pour rendre raison de tout. Nous nous bornerons à poser les questions suivantes. Pourquoi l'intelligence qui se manifeste, quelle qu'elle soit, refuse-t-elle de répondre à certaines questions sur des sujets parfaitement connus, comme par exemple sur les noms ou l'âge de l'interrogateur, sur ce qu'il a dans la main, ce qu'il a fait la veille, son projet du lendemain, etc. Si les médiums est le miroir de la pensée des assistants, rien ne lui serait plus aisé que de répondre. Les adversaires rétorquent l'argument en demandant à leur tour pourquoi les esprits qui doivent tout savoir ne peuvent dire des choses si simples. Selon l'axiome, qui peut les plus, peut les moins, d'où il conclut que ce ne sont pas des esprits. Si un ignorant ou un mauvais plaisant se présentant devant une docte assemblée, demandait par exemple pourquoi il fait jour en plein midi, croit-on qu'elle se donna la peine de répondre sérieusement et serait-il logique de conclure de son silence ou des railleries dont elle gratifierait les questionneurs que ses membres ne sont que des ânes? Or, c'est précisément parce que les esprits sont supérieurs qu'ils ne répondent pas à des questions oiseuses et ridicules et ne veulent pas être mis sur la sellette. C'est pourquoi ils se taisent ou disent de s'occuper de choses plus sérieuses. Nous demanderons enfin pourquoi les esprits viennent et s'en vont souvent à un moment donné et pourquoi à ces moments passés, il n'y a ni prière ni supplication qui puisse les ramener. Si les médiums n'agissaient que par l'impulsion mentale des assistants, il est évident que, dans cette circonstance, les concours de toutes les volontés réunies devraient stimuler sa clairvoyance. Si donc il ne cède pas au désir de l'assemblée, corroboré par sa propre volonté, c'est qu'il obéit à une influence étrangère à lui-même et à ceux qui l'entourent, et que cette influence accuse par là son indépendance et son individualité.
Eh bien, mes amis, nous avons terminé notre lecture d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tout. À la prochaine.